Donc aujourd'hui, on va parler d'hôtellerie, notamment post-Covid. Et pour en parler, je reçois Romain Trollet, qui est président d'Assas Hôtel, et Martin Jackson, qui est DGA de Atrim. Donc, je vais laisser se présenter. Romain, je te laisse commencer, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Jean-Antoine, merci pour l'invitation déjà. Donc Romain Trollet, j'ai créé il y a 12 ans Société Assas Hôtel. On gère et on exploite, on construit des hôtels à la montagne, sur Paris et sur Grenoble. Okay. Martin. Également, merci de m'avoir invité. Ravi d'être à tes côtés. Donc, je suis Martin Jaquesson. Je travaille pour une société de gestion, Atrim, qui est spécialisée dans l'investissement touristique, auprès de l'industrie touristique, et je suis directeur général adjoint. Donc, alors, je suis particulièrement content parce que Romain est un bon ami, on se connaît depuis longtemps, donc j'ai fait mes premières armes de l'hôtellerie avec lui. Donc, ça me fait particulièrement plaisir. Et je voudrais qu'on commence par discuter un petit peu de l'état de l'hôtellerie aujourd'hui, post-Covid. Alors, on peut en faire 3 heures parce qu'il y a eu 1000 articles, 1000 émissions dessus, mais un petit peu votre position, toi Romain en tant qu'exploitant hôtelier, et puis toi Martin en tant qu'investisseur, votre vision de l'état actuel de l'hôtellerie. Alors le Covid, avec un peu de recul maintenant, je trouve, nous a beaucoup secoué, donc c'est plus facile de le dire ça aujourd'hui, mais a été, je trouve, en tout cas pendant 1 an et demi, un bon test de la résilience des entreprises. On a dû totalement se remettre en cause, se secouer, partir en télétravail, se remettre en cause en 1 semaine, changer de vision des choses. Donc ça quand même nous a obligés à vraiment se remettre en cause. Et on a eu, alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes de vide, quand je dis effrayante, c'est pas savoir si tu vas ouvrir des hôtels dans 1 semaine, dans 2 semaines, finalement dire que tu fermes, tu réouvres, tu rouvres à moitié, tu ouvres sans restaurant, sans spa, tu rouvres qu'avec des chambres. Donc une résilience d'un point de vue des outils de gestion de ta trésorerie, gestion de staff, d'équipe, rassurer, se projeter, ouvrir sans restaurant, sans spa, remettre. C'est vraiment une capacité. Et c'est là où j'ai trouvé que quand tout va bien, on se dit qu'on a des équipes formidables. Quand ça va mal et que tu as une capacité que les gens se démultiplient ou se remettent en cause et que ça marche et que ça fonctionne, c'est super. Après, on était content que ça s'arrête. On est vraiment content que ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on a vécu un rebond. On a vécu un rebond assez dingue, en tout cas dans l'hôtellerie touristique, sur les séminaires d'entreprise, qui fait que on est repassé à des bons problèmes plutôt que des mauvais. Donc voilà. Pour toi aujourd'hui, c'est médicament pareil. Non, on a rebondi d'une manière très forte, vraiment d'une manière très forte. Après, on a enchaîné sur d'autres sujets, enfin des sujets alors tout aussi passionnants, mais l'énergie, les coûts, le recrutement. Donc en fait, on passe d'un sujet à un autre. Donc non, aujourd'hui, on est dans un mouvement permanent. Ouais. Et toi, ta vision d'investisseur, Martin, Ça a été une période compliquée. Il fallait avoir une vision à la fois long terme, partenariale, pour trouver des solutions dans cette période où les hôtels étaient fermés. Mais on a toujours eu la conviction que c'était une industrie résiliente. Et c'est ce qu'elle a montré, puisque dès que les hôtels ont pu réouvrir, ça a redémarré. Et on a vécu une crise qui était la fermeture des hôtels, donc une rupture brutale, et on savait pas comment sortir. Est-ce que c'était les prix moyens qui allaient être bas, parce que le taux d'occupation avait besoin d'être dynamisé, et finalement, non, les clients étaient là. Et donc, ça a donné une industrie, une économie qui a été très, très bonne, avec un rattrapage très rapide. C'est vrai qu'on a vécu, quand même, il faut le rappeler, maintenant ça paraît lointain, mais à la fois un confinement, un 2e confinement, un 3e confinement, et avec des fermetures alternatives des hôtels. Et comme le dit Romain, la question, est-ce que l'hôtel va réouvrir? Est-ce que ça sera disponible? Et pour nous, en tant qu'investisseurs, la question de fond, comment vont sortir de cette crise nos exploitants, nos partenaires, puisqu'ils allaient très bien avant, et ensuite, 24 mois plus tard, est-ce qu'ils sont encore en état de poursuite d'activité? Et donc, on l'a vu, vraie résilience, une industrie qui montre qu'elle est clé pour la France, c'est 8% du PIB, c'est 2 millions d'emplois. Donc, on voit, tout le monde a pu mesurer qu'on pouvait faire du télétravail, mais on peut pas faire des télévacances. Et donc, il y a une vraie réalité. Donc, je trouve qu'elle est ressortie plus forte qu'avant la crise, mais avec des enjeux, des questions dont on va parler qui sont encore présents. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, mais tu as dû faire des franchises de loyer pour ces fans? Bien sûr, on a accompagné nos locataires. Alors, les premiers sont souvent ceux avec lesquels on a trouvé des accords dès le 17 mars. Je les souviens, on a trouvé un accord dès le 17 mars avec un exploitant. Bon, accord qui a été complètement revu puisqu'on n'avait pas du tout, le 17 mars 2020, l'idée que ça allait durer aussi longtemps et de telle manière.
Mais on a cherché à bâtir des accords avec l'ensemble de nos exploitants. Et d'une manière générale, on a trouvé des deals équilibrés, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Et ça, c'était quelque chose qui était essentiel pour nous, c'était de garder le fil dans les discussions, de temporiser. Donc, ça voulait dire trouver des accords en disant, on est prêt à revenir dessus. Il était quand même inédit de voir cette situation et un peu, c'était compliqué de se dire, tiens, ça va s'arrêter ou ça va redémarrer de telle manière. Donc, il fallait que chacun fasse un effort. Les exploitants ont voulu défendre leurs intérêts en protégeant leur trésorerie, en restant cash. Et nous, de notre côté, les fonds avaient quand même besoin d'être rémunérés. Donc, il a fallu qu'on trouve des accords et qu'on a trouvé. Et aujourd'hui, tout le monde repaye son loyer. Aujourd'hui, tout le monde paye son loyer. Certains sont sortis revigorés de la crise et d'autres pas. Ceux qui n'en sont pas sortis aussi fort, on doit continuer à les accompagner. Puisque le principe, c'est que c'est une industrie économique. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Si le bailleur prend toute la valeur, finalement, à la fin, il n'y a plus d'exploitants. Et s'il n'y a plus d'exploitants, il n'y a plus d'hôtel. Toi, je sais pas si tu peux le dire, mais du coup, les PMC, les TO, enfin, le RevPAR en général, il est revenu à son niveau pré-Covid, il est plus haut, il est plus bas. Non, très clairement, on a senti un début d'année 2022 compliqué avec le Covid qui est revenu et un redémarrage, en tout cas sur la montagne, dès le mois de février et une accélération février, mars, avril et qu'on a vécu avec un été vraiment superbe où les PMC sont même au-dessus de ce qu'on avait en 2019. Donc aujourd'hui, on est sur une activité qui a même accéléré par rapport à 2019, mais avec aussi des charges qui tous les mois augmentent, dans le sens où aujourd'hui, on a des fournisseurs qui augmentent leur prix, mais sans visibilité, dans le sens où on n'a pas de contrat annuel, on peut se prendre des hausses régulièrement, quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Et toutes les catégories de clients sont revenues? Alors, on a vraiment senti une dynamique sur la clientèle loisir, avec des gens qui ont, dès qu'ils ont des moments libres, ont envie d'en profiter, et un marché de l'entreprise du séminaire loisir qui aussi rattrape un retard. Les entreprises n'ont pas fait de séminaire pendant 2 ans, ont besoin de recréer de la cohésion d'équipe. Donc en fait, on a un marché entier qui est fort et donc qui vient comprimer la demande et qui fait augmenter les PMC. Ouais. Delpha, c'est une boîte qui fait plutôt de l'immobilier, donc on va essayer de parler un petit peu. Du coup, c'est quoi votre vision aujourd'hui du parc d'hôtellerie? Je vous donne pourquoi cette question, parce que on a un peu l'impression que l'hôtellerie, parfois, ça se résume à des grandes marques ou des hôtels qui s'ouvrent et puis qui font un peu de buzz, mais qu'en réalité, l'hôtel en France, il y a quand même plein d'hôtels vraiment pas terribles, et que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Vous, c'est quoi votre vision, peut-être plus toi, Martin, qui est investisseur, du parc hôtelier en France Mais le parc hôtelier, il est la conséquence d'une stratégie nationale sur l'hôtellerie. La France est le champion international du tourisme. Tout à l'heure, je parlais des grands chiffres, mais à la fois en visiteurs, et même, il faut repenser la conception du tourisme. Les plus grands opérateurs sont français. Accor, Pierre et Vacances Interpark, Club Med sont des marques françaises qui se sont développées partout dans le monde, partout en Europe. Donc, on a une culture hôtelière en France qui est très forte. Mais ces marques, elles se sont développées depuis les années 70. Donc, le parc, finalement, il a un peu l'âge de cette histoire. Et au final, aujourd'hui, il y a des actifs qui sont peut-être obsolètes, qui sont datés, qui vont être repositionnés, retravaillés avec des professionnels de l'immobilier comme vous. Il y en a d'autres qui sont des nouveaux projets. Et c'est un produit vivant, en fait. C'est la matière immobilière. Derrière l'hôtellerie, il y a de l'immobilier. Et l'immobilier, le constat que tu fais sur l'hôtellerie, tu peux le faire aussi sur du bureau. Il y a des actifs qui sont obsolètes, il y a des actifs qui sont rénovés, qui sont modernes. C'est un peu le même sujet en hôtellerie. Après, tout le monde a une appréciation différente de l'hôtellerie puisque c'est une expérience client, c'est un instant, c'est un endroit où tu vis des moments, où tu construis des souvenirs. Donc, il y a un affect qui existe. Et donc, quand on regarde le sous-jacent hôtelier, il faut le regarder avec tous ces aspects. L'aspect de dire, il faut répondre à la demande des clients. Il faut aussi répondre à une exigence financière et donc être capable de construire des projets, des produits qui s'inscrivent dans une dynamique qui change. Et aujourd'hui, le monde qu'on connaît post-Covid, il est différent. La crise énergétique, Romain en parlait, fait que l'industrie, elle doit s'adapter, elle va s'adapter par le produit. Donc, il va y avoir des rénovations et peut-être que certains produits, peut-être que certains acteurs diront « je ferme, c'est trop compliqué, j'ai trop de normes ». Au début, on a eu l'ADAPT, c'était un premier changement, et puis après l'ADAPT, il y a des nouvelles normes, et puis maintenant, il y a cette question du coût de l'énergie, du coût du staff, comment est-ce qu'on fait pour exploiter un hôtel et continuer à gagner de l'argent. Parce que la question en creux, c'est est-ce que être exploitant hôtelier, c'est rentable? Et là, je pense que Romain peut nous dire. À moi, tu parlais de concept qui Euro, je ne sais pas si Romain a développé le concept du Rocky Pop.
Et donc, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle surtout de ces hôtels maintenant, qui est Mama Shelter, qui travaillent beaucoup, on peut citer les Oku, les hôtels très particuliers, enfin la Folie Douce, Rocky Pop. Est-ce qu'aujourd'hui, pour exister en hôtellerie, on est obligé de faire un concept innovant? Moi, juste sur ce point-là, nous, on est petit hôtelier. Enfin, je dis ça, on est petit, c'est que en fait, on doit se faire une petite part de marché dans un marché qui est important. Et en fait, quand tu dois être créatif. Quand je dis que tu es créatif, c'est que l'hôtellerie, finalement, c'est de l'immobilier, donc tu as du mètre carré. Et ensuite, tu te dis, comment je peux être plus compétitif par rapport à d'autres? C'est en étant plus créatif pour créer plus de valeur au mètre carré sur ce que tu fais. Et donc, en fait, c'est être créatif, mais par le métier. Quand je dis on l'a fait par le métier, c'est que moi, avant tout, on est hôtelier. Et donc, en fait, on se dit comment les gens vont vouloir plus venir chez nous parce qu'ils préféreront par rapport aux autres. Et ça, c'est par la créativité que tu arrives à le faire. Pourquoi tu vas dans un hôtel? Pas uniquement pour y dormir, tu vas pour rencontrer des gens, pour y dîner, pour faire des choses différentes. Et en fait, c'est la créativité qui fait que tu vas faire la différence par rapport à d'autres. Et c'est le Rocky Pop, c'est uniquement ce constat-là, c'est de dire pourquoi les gens viendraient chez nous plutôt que chez les autres. Et que, ok, alors soit tu le fais en disant je dépense plus, en disant je vais mettre du marbre, je vais mettre des trucs, soit tu le fais par la créativité. Et l'idée, c'est d'associer la créativité avec le produit qui fait qu'à un moment donné, c'est la bonne excuse d'aller là, j'ai besoin d'y dormir, mais en fait, j'y fais beaucoup plus de choses qu'uniquement y dormir. Et c'est l'association de ces choses-là qui crée la créativité. Et souvent, la créativité, elle arrive par la contrainte. La contrainte, c'est de dire comment je fais mieux avec moins. Et quand tu fais faire mieux avec moins, en dépensant moins, tu es créatif et tu fais des choses différentes. Et voilà. Ouais. Et chez Atrim, tu t'investis. Est-ce que tu investis sur le concept ou alors tu investis, je vais dire, sur le loyer? Presque pas, j'exagère, mais. C'est t'as raison, c'est une bonne question. Que genre financière, tu te dis, ok, si ce gars il est prêt à me servir ce loyer, peu importe qu'il ait un concept ou pas, ça m'intéresse en tant que financier. Ou alors tu vas plus regarder. Tu vas aussi regarder le concept. En fait. Alors, j'imagine bien que tu vas pas investir dans un concept si on ne te paye rien, mais. Notre première donnée d'entrée chez Atrim, c'est d'être long terme. Donc, on investit à la fois sur des emplacements immobiliers, parce qu'on l'a dit, derrière un hôtel, c'est un emplacement, et donc si on ne croit pas dans l'emplacement, on ne voit pas de raison d'y aller. Donc, c'est un peu la donnée d'entrée, en se disant, on se projette sur le long terme, et ensuite, on investit avec des exploitants dans lesquels on croit. Donc, c'est plutôt des rencontres humaines et derrière les concepts, parce que un concept, il est porté par des équipes, et c'est la force des équipes, c'est ce qu'on a pu faire avec les Trigano sur Mama Shelter. C'est la vision du concept et c'est la manière aussi dont ils ont su le déployer, su le faire évoluer. Et on voit bien aujourd'hui que tu l'as posé la question sur le besoin d'innover. Oui, moi je pense qu'il faut innover de manière continue puisque l'hôtellerie, c'est un produit de consommation. On consomme toujours de manière différente au fil du temps, les générations consomment de manière différente. Et donc l'hôtellerie se doit de s'adapter. Donc les formats qui datent d'il y a 30 ans, ils sont obligés de se réinventer et ceux qui arrivent avec des nouveaux concepts, créer une forme de... ils sont disruptifs, le terme anglo-saxon. Et oui, ça, c'est pour nous, en tant qu'investisseurs, quelque chose d'important. Et on le regarde en se disant, est-ce que ce modèle, dans le long terme, on est convaincu qu'il répond non pas à une tendance qui est un buzz, que tu décrivais pour faire des photos Instagram, et plutôt une consommation de long terme. L'industrie touristique, dans ma vision, c'est à la fois un marché d'offres et de demande, et ça répond à l'emplacement répond à pourquoi j'y vais. J'y vais parce que j'ai des rendez-vous, vision affaires ou vision loisir. Je veux être sur le littoral, je veux être à la montagne, et donc je choisis une destination et je trouve un hôtel. Et il y a aussi maintenant des hôteliers qui savent créer eux-mêmes la destination. Je choisis ma destination parce que je veux aller visiter tel hôtel. Oui, c'est parce que tu as fait aux Ouches le Rocky Pop. La destination, de ma vision, moi, de client, les Ouches, tu allais à Cham, tu n'allais pas forcément aux Ouches, oui, ou alors, je pense que... parce que tu voulais un petit truc familial, et à ce moment-là, tu n'allais pas à Cham, mais j'ai eu un peu l'impression que quand tu as créé le Rocky Pop, on va pas aux Ouches, on va au Rocky Pop en fait. C'est exactement ce que tu disais. Et c'est en ça que c'est pour moi, on peut regarder le marché de l'investissement en disant je prends l'emplacement, je regarde le loyer, est-ce que ça correspond à mon coût du capital et j'investis. Bon, ça c'est une manière d'approcher les choses. Moi, cette manière-là, elle n'est pas exhaustive parce qu'il faut justement regarder qui est derrière le loyer et finalement quel est le produit, quels sont les clients, comprendre comment c'est fabriqué et se dire est-ce que je crois que cet emplacement, cet exploitant, il va continuer à se développer. Puis il y a aussi ce phénomène qui est d'avoir une vision qui soit qu'on puisse répéter. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans tous les modèles, c'est quand on trouve un schéma, on dit tiens, ça marche dans cette ville-là, et on pourrait le développer dans une autre ville, et ainsi de suite. Voilà, le scalable.
Et c'est intéressant parce que ça crée de la valeur, parce que ça valorise la marque, ça valorise l'exploitant, et puis nous, ça valorise, quand on est propriétaire des murs, le fonds de commerce et indirectement les murs. Des murs qui sont exploités par une marque de renom, ils valent plus cher qu'une marque, des murs exploités sans marque. Bien sûr. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'allais dire, on n'a pas vraiment répondu à la question. C'est-à-dire que, dans le sens où, est-ce qu'on est obligé de faire ces concepts? Ou est-ce que, ou alors est-ce que ça, c'est une partie du marché, et puis tu restes avec une hôtellerie traditionnelle? Tu n'es pas obligé de faire ces concepts, mais tu es obligé de t'adapter à quelle est la demande du marché. Et donc, ce que l'on voit, c'est que le marché, il n'est pas uniforme. Il y a une clientèle qui a besoin que d'hébergement, une clientèle qui a besoin de ces expériences dont tu parlais, c'est-à-dire je veux rencontrer des gens, je veux vivre autre chose que ma simple nuit d'hébergement. Et donc, il faut choisir, nous, en tant qu'investisseurs, en fait, c'est selon les concepts dans lesquels on croit plus. Aujourd'hui, on croit dans les concepts de lifestyle quand on est dans le loisir, mais quand on est dans la partie affaires, on croit réellement au concept d'hébergement quasiment strict. Disant, pourquoi acheter des mètres carrés qui vont pas être consommés? Je préfère avoir un hôtel qui est rationnel dans sa conception, que je paierai moins cher, qui aura un loyer moins cher, et l'exploitant générera plus de rentabilité pour lui. Si c'est acheter un hôtel avec un restaurant dans lequel personne ne va, ça n'a pas d'intérêt, je vais le payer trop cher. Donc pour moi, tous les modèles ont leur place, mais maintenant les modèles, ils doivent continuer à s'adapter, et ça peut être de la déco, ça peut être de l'image, de la manière de distribuer. Je ne comprends pas que ce soit une industrie statique, c'est vraiment quelque chose de vivant. Et ça pour vous, ça vient, c'est une question, est-ce que ça vient de l'arrivée de Airbnb, par exemple, où du coup, l'hôtellerie était un peu obligé de se... Non, Airbnb n'a fait que secouer un arbre et répondre à une demande qui était plus large qu'uniquement... Avant, il y avait le spectre de l'hôtellerie, on allait dans un hôtel, c'était le seul mode d'hébergement, et on est arrivé à un modèle où il y avait une demande tellement forte que, en fait, il n'y avait plus de produits qui correspondaient uniquement à la demande. Et en fait, on a ouvert un autre mode d'hébergement qui correspondait à ce que certaines personnes voulaient avoir, et ça a secoué l'ensemble, donc en fait, ça a plutôt fait souffrir ceux qui s'étaient jamais remis en cause dans leur modèle, ceux qui s'étaient adaptés, remis en cause. En fait, c'est qu'un phénomène de la transformation de l'ensemble de l'hôtellerie, de son évolution, comme l'a été l'Internet, comme le Covid n'a fait qu'accélérer aussi tout ça, n'a été qu'un accélérateur. Ouais. Et petite digression là-dessus, est-ce que tout ce qui est co-living ou Comet Meeting qui fait du séminaire ou des gens comme ça, est-ce que ça a un impact sur l'activité? Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas le co-living, j'ai trouvé ça passionnant. Je l'ai déjà dit, mais le co-living a été intéressant parce que pendant le Covid, l'hôtellerie a fait zéro. Nous, on a des hôtels où on faisait zéro parce qu'on était fermé. Quand le co-living, pendant le Covid, fonctionnait normalement. Donc en fait, on s'est rendu compte que dans l'hébergement, il y avait l'extrême. Non mais c'est vrai, l'hôtellerie faisait zéro quand le co-living faisait une activité normale. Donc en fait, c'était se dire comment on arrive à avoir soit une flexibilité, soit un mix d'hébergement dans un même endroit qui permet d'avoir une flexibilité. Sauf que moi, le co-living, quand l'activité est au plus haut, comme en ce moment, ça m'intéresse pas parce que le revenu du co-living n'a quasiment pas bougé quand l'hôtellerie est repartie fort. Donc comment finalement arriver à mixer les types d'hébergement qui fait que on prend le meilleur au meilleur moment. Et moi, j'ai été frustré, je trouve, pendant ce Covid, c'est que on voyait les restaurateurs qui se remettaient en cause, qui disaient je vais faire de l'emporter et tout, et nous on pouvait rien faire, on était scotchés avec nos charges et autres. Et finalement, comment rendre notre modèle un petit peu plus flexible pour que parce que finalement le Covid n'est qu'une extrême de ce qu'on vit tous les ans. On a de la basse saison, on a une période de début de semaine qui est plus calme, le week-end qui est plein, et finalement le Covid n'est qu'une extrême de ce qu'on vit sur une année entière. Et ben comment rendre nos modèles plus résilients et moins uniquement avec des charges fixes? Je trouve que le co-living est intéressant, c'est arriver à mixer des types d'hébergement qui fait que on arrive à adapter les choses et les rendre plus flexibles. Et justement, toi, du coup, pour nous, en tant qu'investisseur, le co-living, c'est une forme d'immobilier géré, donc on le regarde comme de l'hôtellerie. Ouais. Et toute la question, c'est de se dire, est-ce que y a une vraie création de valeur qui se fait dans le temps? Est-ce que tu l'achètes au bon prix? Mais acheter au bon prix, le co-living est une forme de placement immobilier qui a du sens. Et tu le mixes dans un même portefeuille pour oui, tout à fait. amener de la stabilité. Exactement. Par rapport à ce que disait Exactement. Ouais. Parce que justement, en cas de crise, on a vu que c'était une forme d'amortisseur et qu'ils avaient continué à exploiter de manière courante, mais ça reste de l'immobilier géré. Et pour répondre aussi à ta question sur ce que peuvent faire d'autres opérateurs comme Comet Meeting, qui lancent des produits alternatifs, nous, on le voit plutôt comme étant des très bons indicateurs, parce que c'est des structures qui sont agiles, qui lancent des idées, qui après peuvent en faire naître d'autres, et ça permet à l'industrie touristique de continuer à évoluer. Parce que je le dis, c'est une matière qui est dynamique, elle est vivante, et au contraire, si on veut la figer en disant un hôtel, c'est des chambres avec un accueil, un restaurant,
effectivement, moi je pense que ça n'a pas d'intérêt en tant qu'investisseur sur le long terme. L'investissement sur le long terme, c'est prendre un risque, le rémunérer et s'assurer qu'il y ait une vraie liquidité à la fin. Et limiter le risque, c'est d'avoir justement des opérateurs, des emplacements qui permettent d'évoluer. Et donc, ces sujets de Comet Meeting, on les regarde avec attention et on trouve que c'est intéressant ce qui est fait. Et d'autres opérateurs, d'ailleurs, lancent des concepts. Et on a vu les hôteliers qui fonctionnent mieux maintenant le week-end, le dimanche soir, puisque la clientèle fait du télétravail, reste un jour de plus. Et donc, c'est intéressant de voir que les produits sont en train d'évoluer et s'adaptent à notre société. Et par curiosité, on a trouvé une vraie stabilité dans les BP de co-living. Vraiment, c'est un peu la question, c'était de dire, OK, il y a plein de boîtes qui se développent, donc on ne sait pas trop s'il y a vraiment un modèle derrière. Aujourd'hui, si, c'est sujet réglé. Non, il y a un vrai modèle qui est derrière. Mais tout l'enjeu, c'est d'avoir l'immobilier. Ça reste des produits immobiliers au départ, donc c'est le coût de l'immobilier. Si le coût de l'immobilier est disproportionné par rapport à ce que peut dégager l'exploitation, ça ne fonctionne pas. Mais les acteurs de co-living, ils ont appris de leurs premières erreurs. Ils avaient besoin de créer un effet de taille, de maillage. Et on voit les modèles maintenant, ils fonctionnent, ils payent leur loyer. Et donc, en tant qu'investisseur, c'est une forme de garantie sur l'avenir. Et ben, tu vas encore me parler d'un autre sujet, c'est comment tu intègres tous les aspects, de façon générale, développement durable, labellisation, etc., sur le produit hôtelier. On les intègre, je pense, à deux, parce qu'on doit les intégrer avec l'exploitant locataire. De se poser la question sur la manière dont il exploite et la manière dont on fait évoluer le produit. Mais on va dire notre sujet commun, c'est qu'il y a une loi, le décret tertiaire qui s'applique, il y a un horizon qui est 2030, et que les produits doivent évoluer, s'inscrire là-dedans. Ce qui est intéressant, et je serai romain là-dessus, c'est qu'il y a une actualité qui fait que ces sujets qui étaient des sujets réglementaires et qui commençaient à être discutés depuis 2 ans, maintenant, ils sont plus discutés, ils sont sur la table et ils sont travaillés. Et en tant qu'investisseur, on regarde les biens en se posant la question de leur capacité à s'inscrire dans cet horizon de 2030 et de meilleure performance environnementale. Donc, c'est un coût financier, mais c'est aussi une réalité technique. Est-ce qu'on peut transformer? Est-ce qu'on a une vraie capacité à faire des réductions de consommation d'énergie? Et toi, tu vois ça là, aujourd'hui, il y a l'énergie, là, en ce moment, c'est très prégnant. Et Ouais. vu qu'en France, on a toujours eu l'énergie pas chère, en plus, on ne s'est pas trop préoccupé du sujet. Mais du coup, maintenant, alors la montagne, l'énergie et isoler un bâtiment en montagne, c'est un vrai sujet. Et ça a toujours été un sujet. Parce que quand tu es en altitude, donc en fait, je pense que c'est un sujet qui était beaucoup plus actuel à la montagne parce que il faut bien isoler la montagne. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que on avait dans l'hôtellerie, il fallait investir pour rester au goût du jour en termes de produits. Mais aujourd'hui, quand on voit l'énergie qui explose, en fait, arriver à diversifier ses énergies, arriver à moins consommer, arriver à optimiser, ça devient un sujet prioritaire parce que si on ne l'engage pas dans les mois et les années qui viennent, en fait, ça sera un centre de coût qui va augmenter, donc une perte de compétitivité des hôtels. Donc en fait, les hôteliers doivent aujourd'hui commencer à investir sur ce poste-là aujourd'hui. Et le troisième pilier, c'est l'humain. Donc c'est les 3 piliers. Avant, on avait vraiment rester dans la compétition sur les produits. Aujourd'hui, on a un triptyque, le produit, les coûts, et aujourd'hui avoir une équipe et investir dans les hommes, qui sont les 3 piliers sur lesquels il faut investir d'une manière permanente et continue pour rester dans la compétition de nos hôtels. Ouais. Et comment tu arrives à marier, en fait, pour Martin, c'est pas la question se pose aussi, c'est comment tu arrives à marier le fait que tu vas être obligé d'investir dans ton bâtiment versus le produit, donc je différencie les deux, dans le bâtiment, quelque part, ça ne va rien te rapporter de plus. Alors, vu l'augmentation des coûts d'énergie, c'est ce qu'on disait avant. C'est ce qu'on disait avant, mais avec le coût d'aujourd'hui de l'énergie, en fait, c'est devenu, aujourd'hui, on est sur l'énergie va coûter 2, 3, 4, jusqu'à 5 fois plus cher. Donc, en fait, c'est un coût réel qu'on voit au mois le mois et qui arrive selon le renouvellement des contrats. Donc, c'est aujourd'hui une réalité. Donc, en fait, aujourd'hui, investir pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, c'est une certaine économie réelle à engager. C'est pour conserver tes charges, donc c'est-à-dire que tu vas dépenser de l'argent pour être flat. Oui, mais on est dans un métier on est vraiment dans un métier de long terme, l'hôtellerie. Donc de toute façon, c'est investir pour le futur. Donc si tu le fais pas aujourd'hui, tu perds de la compétitivité pour demain. Tu pourras pas faire certaines choses. Donc
Je me pose la question pour toi aussi, pareil, avec l'histoire de Bâle 606, potentiellement l'isolation va être à ta charge en tant que bailleur. Et quelque part, tu vas devoir investir juste pour conserver ton loyer et tu ne pourras pas l'augmenter. Et donc, comment. C'est une vraie question et c'est là où, quand je te dis, les sujets ils sont sur la table et ils sont discutés, ils sont travaillés. C'est que on n'avait pas anticipé que le choc énergétique serait aussi important et on voit bien que quand même financièrement, plutôt que d'avoir une charge, investir et l'avoir au bilan, c'est plus créateur de valeur. Et nous, notre vision en tant que bailleur, c'est que sur le long terme, l'argent qu'on place, c'est un argent qui est là pour être rémunéré et qui doit être liquide. Si on n'investit pas dans les bâtiments, ces bâtiments ne seront pas liquides, personne ne voudra les racheter. Donc, il n'y a pas d'alternative à le faire. Maintenant, c'est quelle est l'équation? Parce que faire des travaux en site occupé, quand on est à la montagne, on a une saisonnalité qui nous permet de faire des travaux. Et quand on est sur des sites qui sont ouverts 24/24, comme 365 jours par an, quand est-ce qu'on va faire les travaux? Et donc, il doit y avoir des discussions avec les preneurs parce que le bailleur ne pourra pas tout supporter. Et d'une manière raisonnable, c'est ce qu'on doit construire ensemble, qui est de dire on gagne en productivité énergétique, on gagne en attractivité, en compétitivité, et ça doit se retrouver pour le client final qui choisit l'établissement, donc ça doit se retrouver pour l'exploitant. Donc il va y avoir une équation, mais qui ne va pas être une équation figée, elle va être au cas par cas, dire dans ce cas-là, on est capable de financer seul, ou dans tel cas, l'exploitant doit aussi participer avec des loyers complémentaires qui sont variables sur le chiffre d'affaires, par exemple. Et c'est ces discussions qui vont être menées, de sorte à ce que les équilibres financiers restent attractifs. Parce que si à la fin l'hôtellerie devient une classe d'actifs où le bailleur est perdant à chaque fois, c'est vrai qu'il n'y aura plus d'investissement et tout le monde sera perdant. Les premiers, les consommateurs qui iront dans des établissements qui seront vétustes, et puis les exploitants qui verront finalement leur activité devenir moins intéressante. Et tout à l'heure, tu disais, le client va choisir l'hôtel par rapport à ça. Tu crois vraiment que il va y avoir, tu vois, une sélection de se dire. J'en ai aucun doute. Je vais là parce qu'il y a un conflit. J'en ai aucun doute parce qu'on le voit déjà d'un point de vue RH. Les collaborateurs choisissent des entreprises, notamment par rapport à leur politique RSE. Donc, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, et c'est un nouveau métier, c'est la manière de valoriser. Et je ne parle pas de monétiser, c'est de valoriser, de faire savoir, de sorte à ce que les clients comprennent que telle ou telle enseigne, tel ou tel exploitant a mené des actions qui sont vertueuses d'un point de vue environnemental et sur une vision long terme. Et nous, c'est ce qu'on souhaite accompagner. C'est pour ça qu'on est long terme. Je pense qu'un horizon de détention de 5 ans sur un hôtel, c'est trop court. Un hôtel, c'est un cycle qui est plus long. On a montré que c'était une industrie résiliente, donc il faut être capable de s'inscrire dans la durée. Et est-ce que les consommateurs aujourd'hui sont sensibles à ça? La réponse, je suis d'accord avec toi, c'est non. Est-ce que dans 24 mois, ça sera le cas? Je pense qu'il y aura une plus grande sensibilité. Et en fait, c'est même pas... Aujourd'hui, le RSE a trop été un élément de communication et pas assez un élément intégré. En fait, aujourd'hui, on se pose trop la question de savoir si c'est... En fait, ça va devenir une norme. Ça va devenir une norme dans le sens où on ne comprendra pas que ça ne l'est pas. C'est pas, on n'expliquera pas que ça l'est, c'est qu'on ne comprendra pas que ça l'est pas. Et ça passera avant tout. Quand on bossait ensemble, on disait toujours, toutes ces histoires de labels, d'économie d'énergie dans les hôtels, ça sert à rien parce que de toute façon, le client, s'il ouvre la fenêtre, il ouvre la fenêtre, etc. Aujourd'hui, c'est juste, j'étais aveugle et puis je ne voyais pas qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, ou est-ce qu'il y a un vrai changement? En fait, c'est un phénomène qui va venir d'une manière généralisée. C'est qu'en fait, les gens qui travaillent dans les hôtels, les équipes qui sont le noyau dur en fait de ce qu'est un hôtel. On crée un hôtel avec une belle image. Ensuite, ceux qui le font vivre, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Et en fait, ces gens-là ne comprendront plus pourquoi ils travaillent dans cet endroit. Donc en fait, ça sera une dynamique négative qui se créera plutôt qu'une dynamique positive. C'est que je comprends pourquoi je suis dans cette entreprise, je comprends pourquoi je suis dans cet hôtel, et je crée une dynamique. Et en fait, c'est toujours pareil. Quand tu te sens bien dans quelque chose, c'est parce que tu comprends l'entreprise, tu comprends l'environnement, tu comprends tes clients. Et quand tu crées cette dynamique-là, et ça passera aussi par ça. Les gens ont besoin de plus en plus de savoir pourquoi ils sont à un endroit. Et cette notion-là deviendra une norme logique, pas une norme. Voilà. Et moi, je rejoins tout à fait Romain. L'hôtellerie, c'est un métier de service. Et le choix des clients, il se fait aussi par la qualité de service qu'ils ont. Si les collaborateurs, les grandes enseignes ne se retrouvent pas dans le compte RSE, ça va dégrader le service, donc ça va se percevoir. Aujourd'hui, il existe des notes sur Internet, entre les Booking et TripAdvisor, tu sais exactement où tu vas. Demain, il pourrait y avoir des notes environnementales qui te permettent de dire, finalement, quand je vais à tel endroit, voilà mon empreinte carbone, voilà ce que je mène. Donc, il est indispensable, dans une vision à la fois exploitation et aussi détention patrimoniale, de se pencher sur ces sujets et d'agir. Parce que en faisant une politique un peu passive, c'est dans 10 ans le jour où on doit faire la liquidité de nos investissements, où le marché nous dit non,
ça ne m'intéresse pas parce que tu n'as pas mené les actions que tu aurais dû mener. Donc, tout notre travail, nous, c'est aussi de convaincre à la fois nos exploitants, il faut nous aider à faire les travaux, mais aussi nos partenaires financiers sur la nécessité de, à un moment, voir des évolutions sur le rendement à la baisse, en disant mais c'est temporaire parce qu'on va refabriquer de la valeur après. Ouais. Et le changement est toujours opportuniste, hein, dans le sens où je pense que quand tu as des changements lourds ou importants, c'est là que les opportunités se créent. C'est que et j'ai toujours pensé aussi que la norme n'était qu'une quand tu attends la norme pour faire, c'est que tu es déjà en retard. Tu vois. Voilà. Ouais, je sais pas, moi je suis sceptique. J'ai encore l'impression que tu choisis un hôtel parce que les photos elles sont belles, parce que peut-être la première fois, mais tu ne retournes pas la deuxième. Mais pourquoi c'est fun? Parce qu'il y a une belle déco? C'est fun, ouais, parce que. Parce qu'il y a une belle déco ou parce que le staff est sympa et souriant et t'accueille et t'invite à consommer plus oui, donc tu fais du traitement. Alors, en fait, si je veux reformuler, tu en as bien compris, c'est ce que vous dites, c'est que il faut quelque part, je généralise au RSE, mais en tout cas que ton bâtiment soit le plus vertueux possible, etc., pour que ton personnel soit plus impliqué. Et du coup, pas que ça, Antoine. En fait, c'est très multiple. Tu as cette notion d'appartenance à un endroit qui te correspond. Et plus on va avancer, plus cette notion de durabilité, elle va rentrer dans ce phénomène-là. Mais tu en as aussi une autre, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie va coûter plus cher. Donc, en fait, si tu n'investis pas dans ces économies d'énergie, tu seras moins compétitif demain. Donc, tu pourras moins investir dans ton produit, tu pourras moins investir dans les hommes. Et donc, en fait, d'une manière générale, tu vas tendre vers le bas. Et donc, cette dynamique, si tu crées pas cette dynamique positive sur ces trois piliers, tu reculeras, tu seras moins compétitif et donc tu vas descendre, tu vois. Donc tu vas moins attirer les salariés, tu seras et donc c'est créer une dynamique positive où cette notion-là, elle va prendre entièrement sa place. Et pour l'investissement, tu regardes ça et tu dis si l'exploitant il n'a pas cette vision long terme et d'évolution positive, tu te dis l'argent que je mets aujourd'hui il va être dévalué. De manière très simple. Donc on a besoin d'avoir c'est un travail qui est conjoint parce que c'est pas que l'enveloppe du bâtiment, c'est aussi la manière d'exploiter le bâtiment. Si les piscines, on voit la température des piscines, elle évolue à la baisse, si l'exploitant dit non, moi je décide que mon produit doit être à 29 degrés parce que je veux pas communiquer à mes clients, ça peut être un facteur bloquant. Finalement, c'est pas sur ce type de produit qu'on va investir. Et aujourd'hui, tu revois tous tes bilans au fonction du coût de l'énergie déjà? Nous, nous, indirectement, pour le moment, non, puisque l'énergie, c'est un sujet d'exploitation. Maintenant, on sait que c'est peut-être la crise qui va suivre, c'est qu'est-ce qui se passe si l'énergie, elle est très chère pendant très longtemps. Et du coup, cette stratégie, pour toi, c'est une manière de fidéliser ton personnel? Alors, en fait, on a toujours eu une volonté de fidéliser. Il y avait un mec qui s'était fait tatouer Rocky Pop. Ouais, Rocky Pop, ouais. Non, mais alors, moi, je dis toujours. Personne s'est fait tatouer d'être pas conseil. Non, mais je dis toujours, avant de convaincre tes clients, si tes équipes sont convaincues, c'est que tu as déjà fait la moitié du boulot. Parce que j'ai vraiment souvenir de Flaine, l'ouverture de Flaine, où on a fait nos salariés sont arrivés entre 1 mois et 15 jours avant l'ouverture d'hôtel. Et en fait, quand tu as un effet waouh avec tes équipes, c'est que tu sais que l'effet waouh, il existera aussi avec tes clients. Et ça, c'était... Voilà, c'est que le concept marche, quoi. Mais tu vois, tu posais la question, tu as aussi le fait que tu es sur une industrie de l'offre et de la demande, l'énergie, elle augmente pour tout le monde, les prix vont augmenter aussi. C'est quand même une réalité. L'industrie, les prix de vente des chambres d'hôtel. Et donc, la capacité des exploitants à s'inscrire dans le temps, elle tient du fait que c'est une économie d'offre et de la demande. Et donc, quand il y a une inflation, l'hôtellerie, elle sait suivre l'inflation. Oui, c'est. Du coup, oui, en soi, ton PMC va augmenter, mais est-ce qu'en face, tu auras toujours le client qui va être capable de te payer ce PMC qui va augmenter, parce que lui, sa vie au quotidien va augmenter. Alors, a priori, vu les taux d'inflation qu'on a en ce moment, ça m'étonnerait que les salaires suivent la même chose. Bon, en ce moment, on a tout qu'augmente. Donc, tout qu'augmente. Ici, discrètement, je vais passer le message directement. Non, mais en fait, à tout qu'augmente. Alors, on démarre un peu. C'est vrai que mais en tout cas, ce qui est aujourd'hui rassurant, c'est vrai qu'on a une dynamique autant de charges que de prix la dynamique de prix, elle est là aussi. Il y a une demande qui est forte. Après, ce qu'on redoute, c'est le croisement un peu des courbes. C'est une crise qui démarre avec des coûts qui ont
qui ont continué d'augmenter. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on vit. Ouais, c'est pas ce qu'on vit. Et ce qu'on a vécu, par contre, dans le cadre du Covid, c'est que quand c'est compliqué, et qu'on se met autour de la table, on arrive à trouver des solutions. On l'a dit tout à l'heure. Post-crise, l'industrie elle est plus forte qu'avant. Parce que les partenaires, les acteurs se sont entendus. Il y a eu un accompagnement remarquable de l'État français, des exploitants hôteliers, de la restauration. Il faut laisser le temps se faire, mais le dialogue et le fait de trouver des accords, ça va être clé. Et t'anticipes une potentielle récession aujourd'hui Je ne suis pas macroéconomiste, mais... Non, je parle plutôt dans tes fonds. C'est-à-dire que moi, est-ce que dans tes projections... En fait, tu as deux courants qui se contredisent. Tu as un courant qui est l'augmentation des taux directeurs et qui montre qu'il y a un écart plus restreint entre l'OAT et la prime immobilière. Donc l'OAT, il est à 2,80 quand les actifs prime de bureau, ils sont à 2,70. Donc finalement, l'argent, il est moins à risque sur l'OAT. Donc mécaniquement, normalement, l'immobilier doit avoir son taux remonté, donc une dépréciation des actifs. Un peu de macroéconomie très simple. Et en même temps, il y a un afflux de liquidité. Tu le sais mieux que nous, il y a un renchérissement des coûts de travaux, il y a un besoin de faire une transition énergétique qui est important. Donc ça, c'est plutôt des facteurs qui viennent défendre la valeur immobilière. Et ce qui peut se passer, c'est que le marché se divise en deux. Des actifs qui savent être transformés et qui voient leur valeur au contraire s'apprécier, et puis des actifs qui sont obsolètes, dont la valeur à un instant T, elle va être vraiment dévaluée, le temps qu'il y ait des travaux qui permettent de les repositionner et de faire en sorte qu'ils retrouvent leur clientèle, que ce soit une clientèle de bureau, de commerce ou d'hôtel. Et après, il ne faut pas oublier que on accueille des gens qui viennent passer des vacances, on accueille des gens qui viennent pour une clientèle affaires, on vient et ça existera toujours, quoi. Le monde viendra toujours visiter la France. Les gens ont besoin de prendre des vacances, les gens ont besoin de se déplacer. Donc on reste quand même sur une activité qui peut baisser, mais qui peut pas être délocalisée, quoi. Et comment tu apprécies, toi, c'est toujours un peu le même sujet là, mais je pense qu'il est tellement important qu'on peut y passer du temps. Comment toi, tu apprécies ou tu anticipes le décret tertiaire sur tes actifs? Alors vu que, excuse-moi, je complète ma question, c'est que tu as une bonne partie des actifs qui ont été faits, construits ou largement rénovés, parce que tu fais toujours des très grosses rénaux, avant le décret tertiaire. Donc aujourd'hui, comment tu apprécies que dans 8 ans, il faudra que tu aies gagné... Oui, alors après, je trouve que la démarche est vraiment intéressante. Après, c'est vrai selon les hôtels qu'on a rénovés ou qu'on a construits il y a très peu de temps, en fait, ça sera presque plus compliqué d'aller chercher les 30 ou 40% sur des bâtiments qui sont déjà très bien isolés, très bien optimisés. Mais je pense que c'est un exercice qui, de toute façon, aura un sens énorme parce que donc c'est plus un cadre dans quelque chose qu'on avait déjà anticipé ou prévu. Ouais. Et toi, tu regardes ça, s'il y a déjà quand tu achètes un actif, tu regardes s'il est décret tertiable. Exactement. Et quand j'en vends aussi. Quand je vends avec la courbe de ce qu'il faudrait faire. Ouais. Et la question, tu disais, comment on fait? Comment on fait quand on est investisseur? On se fait accompagner de conseils, on challenge et donc on prend plusieurs avis pour justement avoir une idée sur la trajectoire. Et là où je partage l'idée de Romain, c'est que de toute façon, c'est nécessaire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette obligation et cette nécessité, on la réalise dans les meilleures conditions. Et le temps, c'est quand même le meilleur facteur pour effectuer des travaux. Parce que lisser 5 millions d'euros de travaux sur 10 ans, c'est pas la même chose que d'en avoir une vision en disant je l'ai fait en 2 ans, il faut que ce soit rentable tout de suite. Vous ne projetez pas sur le fait que sur certains actifs, ça ne sera pas possible? C'est ce que je te décrivais dans la fragmentation du marché. Je pense que sur certains actifs, les travaux, tu connais ça mieux que nous, c'est toujours possible. C'est juste que c'est un coût. Et donc, quelle est la valeur résiduelle de l'actif une fois que j'ai mis les travaux? Est-ce qu'il vaut quelque chose ou est-ce que, au contraire, c'est une charge, c'est une dette? Et celui qui le vend, il doit dire tu me débarrasses d'un problème. Donc c'est toujours aussi lié à l'emplacement. Je pense qu'un bon emplacement, il y a toujours une bonne solution. Voilà. Un mauvais emplacement qui a été résilient dans une période faste, mais qui est moins résilient sur une période compliquée, c'est plus compliqué. Donc on revient toujours à la même chose aussi, l'emplacement, la taille. Voilà. Si on poursuit la discussion, il y a une grande compétition dans l'acquisition des actifs hôteliers. Elle est toujours aussi prégnante, cette compétition.
c'est toujours aussi difficile d'investir dans l'hôtellerie. Moi, j'ai l'impression que tout le monde investit dans l'hôtellerie. C'est de plus en plus difficile. C'est un terminal de l'immobilier. C'est une classe d'actifs qui a montré qu'elle était résiliente, grâce à des opérateurs qui ont su traverser la crise. Et c'est aussi, plus les gens investissent, plus il y a de liquidité, donc plus il y a un second marché. Donc oui, c'est difficile et il faut fabriquer les dossiers pour pouvoir investir. C'est pas un marché, c'est pas le marché du bureau qui est 70% des investissements, c'est 10% du marché. Donc c'est un marché de niche, c'est un marché qui est principalement murs et fonds. Donc c'est ce qu'on sait avec Romain. L'alignement d'intérêt quand on est dans les murs et dans le fonds de commerce, il est plus grand que quand on a une vision qui est vraiment en silo. J'ai les murs d'un côté et j'ai le fonds de l'autre. Toi, tu investis murs et fonds? On fait les deux. On a des véhicules qui investissent que dans les murs et qui sont systématiquement des véhicules long terme, et on a des véhicules qui investissent murs et fonds. Qui est plus court terme, du coup? Non, qui est long terme aussi, mais qui a cette capacité justement de conjuguer les deux visions, celle de l'exploitant et celle du bailleur. Et donc, quand tu posais la question d'ailleurs, finalement, en creux, qui va payer pour les travaux, quand tu es des deux côtés, tu ne poses plus la question qui va payer. Tu dis, OK, comment je l'ai fait, comment j'arrive à créer de la valeur? Parce que c'est pas payer, en fait. Le sujet, c'est d'investir. Et donc, investir, c'est créer de la valeur. Okay. Alors, toi, Romain, tu les développes, je vais y retrouver même, en tout cas, tu les développes en Ontario. C'est ma perception, en fait, c'est difficile de trouver un actif. Enfin, c'est difficile de trouver un Alors moi, je suis pas souvent en compétition parce que on n'est pas bon quand on est en compétition, parce que souvent on est jamais passé, on est trop cher, on sait pas être en compétition. Donc en fait, on doit la plupart du temps, on essaie de créer des choses ou voir des choses que les autres n'ont pas vues. Donc en fait, on n'est pas en compétition. Mais c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, il y a des gens de plus en plus, des gens bons, des gens qui sont créatifs, qui sont très inventifs, avec un marché où les choses sont de plus en plus chères, où l'immobilier coûte, les travaux. Donc oui, il faut être de plus en plus créatif pour créer la différence et être voilà. Mais donc on essaye de faire nos petits bouts de chemin, on essaye de trouver nos projets à notre dimension, et pour l'instant, on arrive à encore en faire. Et vous avez ce point commun, c'est que tous les deux, vous faites de la montagne. Avec le réchauffement climatique, potentiellement la baisse de l'enneigement, vous croyez, enfin, j'imagine que oui, sinon vous ne le ferez pas, mais comment vous voyez en fait l'avenir justement de la montagne? Moi, je pense que l'hôtellerie de montagne déjà doit être exemplaire. Quand je dis exemplaire, c'est que quand on vit à la montagne, tous ces phénomènes-là, on vit les saisons à la montagne. On vit l'été, on vit l'hiver. Donc en fait, la montagne doit être vraiment exemplaire sur tous ces sujets environnementaux. Je le pense vraiment, parce qu'elle doit être l'image de ce que peut être Donc, et après, le phénomène du manque d'enneigement, alors nous, on n'est que dans les stations de haute montagne. Donc, en fait, ce phénomène-là, on le vit pas. Mais finalement, quand une année avec moins de neige, le marché se concentre sur la haute altitude, et finalement, ça fait un phénomène de concentration en haute altitude qui fait que la demande est encore plus forte. Donc, en fait, on ne le vit pas dans les stations de haute altitude. Et c'est vrai que les stations de basse altitude souffrent, et souffrent de plus en plus. Mais voilà. Et est-ce que ça veut dire que dans ces stations de basse ou moyenne montagne, est-ce qu'il va se créer un nouveau marché, ou est-ce que tu penses que le marché il va plus ou moins disparaître? Alors, il faut que, en tout cas, le tout ski ne doit plus être l'élément phare, parce que quand tu as sur des stations de basse altitude, quand une année sur deux tu peux plus skier, il faut que les gens, s'il n'y a que du ski, les gens ne prendront plus le risque de réserver pour que du ski. S'ils arrivent et qu'ils ne peuvent pas skier, ils ne peuvent rien faire d'autre, ils ne viendront plus. Donc en fait, ça doit. J'avais lu des statistiques, pardon, les chiffres ne sont pas les bons, mais grosso modo, l'idée là, c'est que dans les années 80-90, en moyenne, on skiait genre 6 heures par jour. Et oui, mais montagne, on skie, en fait, il faut faire attention. À la montagne, il faut juste faire attention. Tu vas à la Clusa, qui est une station qui n'est pas en très haute altitude. En fait, c'est un village à la montagne où tu as plein d'autres choses. En fait, t'as de l'élevage, tu peux faire de la balade, tu peux faire de la rando, tu as plein d'autres choses à faire. Et que le ski n'est qu'une dimension du séjour. Et tu as beaucoup de gens qui vont à la Clusa. En fait,
qui vont passer un week-end, qui vont simplement marcher, qui vont faire de la randonnée, et en fait, donc c'est une destination, mais parce que c'est un village avant d'être une station de ski. Donc en fait, il faut vraiment faire la différence entre une station totalement intégrée qui a été construite pour du ski et un village qui a construit des remontées mécaniques où tu y vas pour d'autres choses. Et c'est l'identité de ce qu'ont les stations qui a plus d'importance qu'uniquement le ski. C'est ça qu'il faut préserver, l'authenticité des choses. Et toi, en tant qu'investisseur, tu regardes, tu te poses cette question. Je me pose cette question. Est-il forcément au-dessus de 1000 mètres ou j'en sais rien. Alors, je me pose la question de l'évolution de l'enneigement comme tout le monde. Mais derrière, j'y réponds de plusieurs manières. Je me pose la question déjà avec qui j'investis à la montagne. Et quand on investit avec le Club Med, avec MMB, avec CGH, avec vous, et finalement, on investit sur des opérateurs qui sont capables d'offrir des services qui ne soient pas que le tout ski. Et qui sont capables de dire, en fait, il y a une activité au travers du ski, mais il y a aussi une activité l'été, et donc d'avoir cette double saisonnalité. Et ce que dit Romain, pour moi, est essentiel, c'est vraiment le premier critère, c'est l'exemplarité. Comment on investit dans des sites qui sont exemplaires, qui ne soient pas des passoires environnementales, qui soient avec des vraies réflexions sur la consommation, sur l'emploi. Il y a quelque chose qui est important dans l'industrie touristique pour nous en tant qu'investisseurs, c'est que c'est pas que de l'immobilier, c'est de l'emploi. Donc quand on investit avec des opérateurs qui créent de l'emploi local, qui dynamisent le tissu territorial, pour nous, c'est clé. Donc on trouve que la montagne, c'est un cadre d'investissement en dépit du sujet de l'enneigement, qui a une vraie valeur, puisque déjà, il y a une attractivité. Les paysages de la France sont remarquables et les paysages de montagne sont extraordinaires à toutes les saisons. Donc, on doit être capable d'offrir une activité touristique qui corresponde à cette demande et qui tienne compte des contraintes de l'enneigement. Mais il y a quand même cette question, effectivement, de se dire investir dans des stations qui n'auront plus d'enneigement quand on regarde les études qui sont faites sur le climat. Oui, pour nous, c'est vrai que c'est un facteur discriminant. On se dit, bon, est-ce qu'on ira vraiment à la montagne s'il y a zéro neige? L'hiver, c'est un vrai sujet. L'été, sans aucun doute. Donc, il faut tenir compte, finalement, c'est l'ajustement du prix et du loyer. C'est-à-dire, si j'investis dans cette station, il faut que je tienne compte du fait que l'activité de l'opérateur, elle va être moins bonne et donc, ça doit se retrouver dans les conditions. Et si on se prend un peu là, comment vous voyez l'avenir proche ou moyen terme, on va dire Alors moi, je trouve que l'hôtellerie, on se fait sacrément secouer, mais c'est passionnant parce que c'est en perpétuel mouvement. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que on navigue, on se fait sacrément secouer depuis quelques années. Et on se rend compte qu'en fait, on va vivre dans un univers où les choses vont devoir bouger encore plus vite. On va devoir s'adapter encore plus vite. Et il faut être costaud, il faut savoir se projeter, avoir une vision long terme de ce qu'on fait, avoir une vraie vision de là où on veut aller, parce qu'en permanence, il faut s'adapter, se remettre en cause et autres. Mais c'est passionnant parce que je trouve que c'est souvent dans ces moments-là qu'on trouve, quand les choses changent et évoluent, qu'on trouve des opportunités et qu'on arrive aussi à faire des différences. Quand tout le monde est bon, être bon, c'est pas grand-chose, mais quand les choses sont plus compliquées, arriver à faire la différence, c'est là où c'est challengeant. Et après, on reste, je trouve, dans un métier passionnant, hyper humain, dans le sens où une bonne journée, c'est quand on a rencontré des bons clients, quand en équipe, on a réussi à quelque chose de top. Et on est avant tout des commerçants. Hein. On l'oublie, on parle beaucoup d'immobilier, mais on est des commerçants où on a besoin d'un immeuble pour exploiter notre métier. Mais on reste des commerçants. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut jamais oublier. Ouais. On rentre dans une période extraordinaire avec des nouvelles incertitudes qui sont pas celles qu'on a connues pendant le Covid. Donc, on a un nouveau champ de questions. Et je rejoins Romain là-dessus. C'est une période qui va être très stimulante et il faudra être à la fois agile, ingénieux, trouver des solutions à ces nouveaux problèmes. Mais il y a une vraie confiance de fond puisque le tourisme en France, c'est une réussite industrielle. C'est la première destination en termes de volume de touristes. C'était 90 millions de visiteurs par an. On a quasiment retrouvé cette activité 2 ans après le Covid, ce qui est quand même incroyable. On se souvient, on avait dit non, mais ça va, les gens vont jamais revenir. C'est 2024, le retour de la clientèle internationale. Bon, elle est arrivée plus tôt. Et on a des événements qui nous accompagnent. La Coupe du Monde de rugby en 2023. On a les Jeux Olympiques en 2024. On a quand même des infrastructures et un dynamisme en France qui va continuer à soutenir cette industrie, qui est fortement contributrice, je le disais, sur l'emploi, sur le PIB. Donc oui, ça va être difficile, mais on est sur un marché qui est important, qui est stratégique, et avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des solutions innovantes. Donc
comme toute évolution, il faut savoir évoluer. Un marché qui bouge, il faut évoluer avec le marché, il faut l'anticiper. Et ça sera plus dur pour ceux qui sont un peu statiques. Et nous, on pense que à la fois notre vision et la vision du marché font que on va y avoir une valorisation. Ça va continuer à être une bonne classe d'actifs pour les mois, pour les années à venir. Alors, il nous reste un peu moins de minutes. Il y a quelques questions. On parlait notamment de tes collaborateurs. Et André, après l'effet un peu waouh d'intégrer un nouvel hôtel neuf, etc., comment tu arrives justement à garder cette motivation dans le temps par rapport à tes salariés? Comment garder une motivation? C'est-à-dire que oui, tu arrives dans un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir, tu es forcément enthousiaste. Même quand tu commences n'importe quelle nouvelle boîte, c'est toujours super. Et puis après, ça s'étonne un peu avec le temps. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus, les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils travaillent à un endroit. Donc, ça passe par le produit. Ensuite, et de plus en plus, je le vois sur Rocky Pop qu'on a lancé, on a une attractivité sur le produit qui fait qu'on a beaucoup plus de personnes qui postulent simplement parce qu'ils sont attachés. En tout cas, le produit correspond à ce qu'ils recherchent. Ensuite, il faut créer un environnement de travail où ils se sentent bien, dans le sens où c'est pas uniquement des belles photos, c'est aussi un environnement qui correspond à l'endroit. Donc, c'est avoir des bons managers, avoir des équipes suffisamment structurées et une vraie politique cohérente qui va dans une direction, qui change pas tout le temps de virage et autres. Ensuite, une politique de salariale qui soit adaptée au marché, qui comprend le marché. Alors à la montagne, nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé en amont, parce que à la montagne, le gros souci, c'est le logement. Donc en fait, depuis 5 ans, 6 ans, la politique de logement est un vrai sujet chez nous, dans le sens où on veut que les gens soient proches de l'hôtel, dans des appartements seuls, dans des appartements de qualité et autres. Et c'est pas quelque chose qui se décrète en une année, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Donc en fait, c'est tous ces éléments-là. Et ensuite, une politique, un groupe qui grandit, donc qui permet de donner des perspectives aux gens d'évolution, arriver à les suivre. Quand je dis à les suivre, c'est arriver à créer ces politiques-là et créer une dynamique de cette manière-là, en fait. Et alors, c'est un travail du quotidien. De temps en temps, on essaie d'être bon, de temps en temps, on ne l'est pas. Et savoir se remettre en cause, savoir évoluer, savoir se remettre en cause des politiques. Et voilà. Vous avez combien de salariés maintenant, du coup ? On arrive en haute saison à 700-800, ouais. Un peu plus de 500 personnes. Ouais. Ah, mais ce qui montre l'enjeu du staff, d'ailleurs tu parlais des 3 enjeux, l'enjeu énergétique, on en a largement parlé, il y a un phénomène d'actualité, mais l'enjeu du staff, il est rien. En plus, je crois qu'on est tous les trois concernés, parce que même nous, si on est 22, je ne sais pas combien vous êtes, mais une petite cinquantaine. Chez Nelfa, les salaires, c'est 80% des charges. J'imagine que chez Atrim, ça doit être pareil. Et toi, je ne sais pas même pas si on a le volume c'est ça, mais en tout cas, dans l'activité, c'est primordial. Non, mais on est dans des métiers de service indirectement. Il faut qu'il y ait du staff et il faut que ce staff soit content. Il faut qu'il trouve un sens et donc qu'il soit content dans la manière d'exploiter. Alors, d'autres questions, je ne sais pas si tu peux y répondre, Martin. Ouais. Ah bon, voilà. Non, je ne sais pas si tu peux y répondre parce que je ne sais pas si tu as le droit d'y répondre. C'est quel TRI attendu par les investisseurs. Mais quel est le prénom de Béatrice. Eh bien, c'est une bonne question. En fait, le TRI mur et fonds, il dépend vraiment de la catégorie d'investisseur. Si vous êtes opportuniste, vous allez chercher un TRI qui va être de l'ordre de 15%. Parce que vous avez une vision, vous prenez un risque qui est important, et donc vous voulez qu'il soit fortement rémunéré. Si vous investissez sur des actifs qui sont déjà matures, vous allez plutôt chercher 8%. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire, avec un coût de la dette qui est très élevé, puisqu'on n'a pas abordé ce sujet du financement, on était très environnemental, mais le financement est quand même un enjeu aussi pour les investisseurs et pour les exploitants. Ça pose la question de l'évolution de ces rendements. Est-ce que ces rendements vont être maintenus ? Moi, je pense que oui. Je pense que l'argent, il ne va pas être dévalué. Au contraire, le coût du capital, il va rester le même. Donc, il faut avoir en tête qu'un projet qui représente des risques importants, il faut qu'il fasse au moins 15% de TRI. Et un projet qui est plutôt un projet mature, sur lequel on est sur une forme de création de valeur, mais moindre, il va cibler au moins 8%. Et donc, ça donne la cible entre les deux. On va dire, voilà, 12%. Quand on fait 12%, ça commence à avoir une tête de dossier qui est intéressant pour tout le monde. Et c'est ce qu'on te demande aussi à toi? Alors nous, je dis ça, c'est qu'on aime bien regarder ce qu'on fait, mais on n'a jamais vendu aujourd'hui un hôtel, on n'a jamais vendu de mur, donc en fait... c'est des investisseurs qui investissent avec toi quand tu développes. Oui, mais c'est une vision assez familiale et long-termiste qui fait qu'on a la chance
Non, c'est pas du tout ce que je dis, mais en fait, je trouve que c'est des indicateurs qui sont intéressants parce que mesurer sa performance, c'est se donner la marge de manœuvre pour le futur. Donc, c'est des indicateurs sur lesquels on regarde, mais avec une vision très long-termiste où aujourd'hui, on réinvestit quasiment la totalité de ce qu'on fait dans nos produits, dans ce qu'on est, en fait. Et je vois qu'il y avait d'autres sous-points à la question de la matrice. Tout à l'heure, je trouve la durée de détention. La durée de détention. Il y a différentes manières de voir l'immobilier touristique. Dans notre cas, l'immobilier mur et fond, c'est un immobilier qui est long terme. Donc, c'est au moins 7 ans. Ça ne peut pas être inférieur à 7 ans et ça peut être 10 ans. Quand le premier fonds qu'on a monté dans le tourisme, c'est en 2009 et c'est un fonds qu'on a partiellement arbitré. Donc, 13 ans plus tard, à la fois, on a rémunéré les fonds propres et on continue à détenir parce qu'on considère que le temps immobilier et le temps du tourisme, c'est un temps long. Et donc, quand on fait des travaux, pour percevoir le retour sur investissement, ça doit se faire dans le temps. Donc, 7 ans ou plus, le facteur temps, pour ceux qui font de la finance, savent que ça vient dégrader le TRI. Donc, au-delà de 10 ans, il faut revoir ses attentes de TRI. C'est difficile de faire 15% de TRI en 10 ans. C'est une certitude. Donc, plus on est opportuniste, plus on prend un risque. Donc, on veut sortir une fois qu'on a fabriqué la valeur. Et l'autre question, mais c'est plus pour toi, Romain, c'est l'enveloppe FFNI en renouvellement CAPEX, ça t'a augmenté. Donc, les matières premières, il faudrait que tu aies des projets très en cours. Alors, en fait, on s'est rendu compte, nous, que le FFNI a augmenté, augmente parce qu'on est de plus en plus créatif et que quand on a des bonnes idées, celui d'après, on l'est plus. Donc, en fait, le FFNI a plutôt augmenté ces dernières années, plus par la créativité qu'on a réussi à mettre en œuvre que par des coûts. Oui, il faut avoir comparer. Oui, exactement, mais un produit équivalent. C'est plus ça. Que nous, alors, on n'a pas fait à newsletter, mais on a fait une statistique, on a fait les coûts de travaux, alors on a des FFNI. Ça va augmenter. En 2022, je vais faire une moyenne parce que c'est assez variable en fonction des lots, mais c'est entre 20 et 25%. Quoi. En 2022, plus par rapport à 2021. L'ouverture des plis, ouais. Et donc par rapport à 2020, c'était à plus 40. Quelques tu vois. Alors, ouais, c'est le. Donc, c'est vrai, ça va avoir un impact. Ouais. Ça va avoir un impact. Alors, je regarde l'heure 57. Du coup, on arrive à la conclusion. Ça vous a plu? Voilà. C'était sympa. Merci. Merci, Antoine. C'était du coup, finalement. Un peu, mais. Ok. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand sera le prochain. On n'a pas encore défini le sujet. Donc, si vous avez des idées, postées sur LinkedIn, sur le compte de Delpha Conseil. Et puis, une prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Antoine. Au plaisir de bosser ensemble. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir.